La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer, comme à notre habitude, à nous interroger. D'ailleurs, le sujet que nous mettons sur la table ce jour, Afrique, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, que valent les sanctions de la CEDEAO? Pour répondre à nos questions ce jour, nous avons invité Patient Pafindom, homme politique. Patient Pafindom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslingos. Bonjour à tes nombreux téléspectateurs, youtubeurs, tout ce que vous voulez. Bonjour à nos valeureux techniciens qui abattent un travail formidable pour nous permettre d'avoir cette qualité d'image qui est ensoyée à travers le monde. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir également, Patient Pafindom. Nous nous interrogeons d'ailleurs aujourd'hui, Afrique, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, que valent les sanctions de la CEDEAO? On le sait, depuis le début de l'année 2022, le Mali est soumis à un embargo économique qui limite ses échanges commerciaux avec ses partenaires de la CEDEAO aux seuls biens de première nécessité. Une situation qui affecte lourdement l'économie du pays, mais également celle de ses plus proches partenaires. C'est également le cas, en tout cas pour la Guinée-Conakry, c'est le cas également pour le Burkina Faso. Et la grande interrogation des Africains aujourd'hui, finalement, que valent les sanctions de la CEDEAO quand on sait pertinemment que le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso s'en sortent plutôt bien? Au-delà de ce questionnement, que valent les sanctions de la CEDEAO, il faut d'abord questionner même l'initiative elle-même. Comment on peut expliquer aux Africains qu'en plein XXIe siècle, un continent qui vit depuis des siècles et des siècles sur une forme de domination, de sauvagerie, de barbarie, venez d'ailleurs, qui a fini pour donner pour avenir aux filles et aux fils de notre continent que des situations de misère endémique, de pauvreté, de violence, de barbarie et de sauvagerie en permanence au quotidien. Sur tous les plans. Sur le plan culturel, sur le plan sociétal, sur le plan économique, sur le plan politique. On a fini par construire ici chez nous, dans notre continent, pour des intérêts des peuples venus d'ailleurs, des espaces de non-droit. On nous a même nié notre humanité. Et qu'en plein XXIe siècle, que nous ayons enfin des Africains qui sont parvenus à la tête de nos États, à qui nous avons confié provisoirement notre destin, et que pour des questions de volonté d'une frange non négligeable des peuples du continent, c'est le cas par exemple du Mali, pour accéder, pour recouvrer et retrouver leur liberté, leur autonomie et leur souveraineté, que des chefs d'État africains s'aplaventrisent de la manière dont nous avons vu vis-à-vis aux injonctions, aux injonctions occidentales, et pour imposer à leur propre peuple, parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ce n'est pas parce que nous avons ce découpage, j'allais dire artificiel, produit de la conférence de Berlin, que les gens peuvent aujourd'hui penser que un Malien, un Burkinabé, un Ivoirien, ce n'est pas le même peuple. Nous sommes le même peuple. Mais que les décideurs du moment dans ces différents États artificiels néocoloniaux imposent à des peuples tiers de pareilles sanctions, c'est une sauvagerie indescriptible. C'est l'expression par excellence de l'acceptation même de la situation de nègre de maison. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il y a plus grave dans cette affaire. On a l'impression que ces gens-là n'ont pas compris qu'avec ces sanctions, oui, ils se sont fait eux-mêmes harakiri. Pourquoi? Parce que la vie et l'économie de ce peuple sont tellement imbriqués qu'en voulant frapper ce doigt, c'est toute la main qui va en pâtir. Oui. Regardez la situation aujourd'hui des commerçants, des hommes d'affaires sénégalais. Vous savez que le Sénégal, le port de Dakar, lui tout seul,
C'était 70% des importations du Mali qui est dans l'Interland, qui n'a pas accès à la mer. Regardez la situation du port d'Abidjan. Ce manque à gagner. Regardons les relations qui étaient des relations quasi quotidiennes et naturelles entre les peuples. Par le biais du commerce, par le biais de ce tronc qu'on appelle le commerce aujourd'hui. Regardez la situation des peuples et du Burkina qui sont dans un état qui est pratiquement un état failli à cause de ce djihadisme obscurantiste dont on ne sait d'où venu, mais qui met à mal la sécurité des populations du Burkina Faso et bloque complètement toute une stature de développement dans ce pays. Les gens commencent à mourir de faim. Et c'est le moment trouvé, je ne parle pas de la Guinée-Conakry, le moment trouvé par ces bien-pensants dirigeant la CEDEAO pour imposer des sanctions à un pays qui n'a attaqué aucun pays de la CEDEAO, à un pays qui a mis à mal aucun pays de la CEDEAO. Je parle du Nigeria. Le Nigeria moderne s'est construit par quoi? Par des coups d'État de généraux. On veut nous faire croire que les coups d'État militaires sont la chose la plus horrible à accepter aujourd'hui. Je dis, attention, il y a eu des coups d'État progressistes et des coups d'État réactionnaires. Cette France, avec M. Macron, qui prend dans une interview avec, je ne sais pas, une morgue incroyable, dit je vais appeler le président Nana Akufo-Addo. D'héritier sur le plan institutionnel du grand Kwame Nkrumah. Et c'est Macron qui dit je vais appeler Nana Akufo-Addo. Mais Macron oublie que cette France-là, dont on nous vante à longueur de journée les mérites sur le plan de la démocratie et du respect des droits de l'homme, elle est le fruit d'un homme qui, lui, était un militaire et qui, il faut le dire, a fait un coup d'État parce que quand ce militaire a refusé de se plier aux ordres de M. Pétain, qui sur le plan diplomatique avait signé des accords avec Hitler, excusez-moi, c'est leur part de l'histoire, c'est ça la France. Ils se réclament tous du gaullisme. Mais De Gaulle, c'était quoi? De Gaulle a gouverné la France pendant plus d'une décennie sans élection. Pourquoi on veut nous faire croire que c'est quand c'est chez nous qu'il y a un problème? Les Nasser, c'était au cas des militaires. Mais c'est grâce à Nasser que l'Égypte va récupérer le canal de Suez, qui est un fleuron aujourd'hui sur le plan économique de l'Égypte. Exact. On nous parle de coup d'État. Mais Kadhafi, c'était quoi? C'était un coup d'État contre le roi Idriss, qui prenait du plaisir à aller, n'est-ce pas, s'encanailler avec des petites italiennes sur la côte sicilienne. Les coups d'État, c'est quoi? C'est Thomas Sankara. Oui. C'est le grand Thomas Sankara, avec tout l'héritage national et nationaliste qu'il nous a laissé. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que quand on parle de coup d'État, c'est vraiment la chose horrible qui puisse arriver. Mais pire encore, quand on voit des gens comme monsieur, comment s'appelle, Alassane Dramane Ouattara, qui fustige de coup d'État, il oublie que lui-même, il a opéré un coup d'État constitutionnel pour s'y maintenir. Et pour continuer à jouer. Et où était la CEDEAO en ce moment-là, quand on parle justement du cas de Ouattara? Mais pire, quand le Mali était sur le point de disparaître, de redevenir une grande Katiba, un émirat, où les troupes djihadistes partis du désert et de la Libye descendaient à charge de galop pour s'accaparer de Bamako, où était la CEDEAO? On a vu des généraux de ce pays qui gonflent aujourd'hui, montent de muscles, se lancer dans des phases, des séries interminables de réunions à ne plus en finir, sans être en capacité de passer la phase opérationnelle. Je me souviens encore du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Bakayoko, ce bout d'homme, comme moi, qui, vous allez voir ce que vous allez voir, ils ont fait réunion sur série de concertations sur constatation, avec les perdièmes, justement, des pauvres contribuables qui étaient gaspillés. Oui. Il a fallu que le président du Tchad, le maréchal Idriss Déby, nous à l'époque n'était pas encore maréchal, aille assister à une de ces rencontres à Abidjan. Et là, il dit, mais donc, arrêtez avec le bavardage. Les troupes ennemies djihadistes ne font que prendre le terrain et avancer. Et vous êtes là, depuis des mois, à faire des concertations géostratégiques, tactiques, militaires. Les gars ne font qu'avancer. Arrêtez avec la parlotte. Allez, ça va être le terrain tout de suite. On a vu le déploiement de l'armée malienne, avec la célèbre épisode de la bataille des Ifogas. Il a même fallu que l'armée française et la France, dont tout le monde voit aujourd'hui, j'allais dire la démarche nocive et le plan nocif, arrête
les troupes tchadiennes, quand elles étaient sur le point complètement de laminer complètement cette menace. Et pour des raisons que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est ça le problème. Où était la CEDEAO? Quand Boko Haram, en plein cœur du Nigeria, était sur le point de partitionner complètement le Nigeria, il a fallu que ce soit les jeunes Camerounais qui héritent d'une guerre dont la source du conflit n'était pas le territoire camerounais. Il a fallu que ce soit les jeunes Tchadiens qui héritent d'un conflit dont la source du conflit n'était pas un problème tchadien, fassent le sacrifice ultime pour bloquer Boko Haram et confiner sa menace à sa portion la plus congrue. Où était la CEDEAO? Où était-elle? Donc, nous voyons pertinemment que nous avons des instances sous-régionales et même des instances fêtières sur le plan continental qui est l'Union africaine, qui sont en réalité des espèces de supplétifs géostratégiques à la solde, n'est-ce pas, des intérêts du monde de la finance internationale et de l'Occident. Et c'est pour cela qu'elles ne peuvent que prendre de pareilles décisions, de pareilles sanctions, qui en réalité sont des sanctions contre les peuples d'abord. Parce que depuis, comme le disait le Premier ministre Choguel Maïga, que nous saluons en passant, Excellence, mais nous avons constaté que le sucre coûte maintenant moins cher à Bamako que dans un pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Qui peut nous l'expliquer? Ces sanctions n'auront pas de fait sur le Mali. Parce qu'elles sont à la fois illégales, elles sont illégitimes, elles sont contre-productives, elles sont racistes, elles sont des sanctions, n'est-ce pas, qui sont à la solde d'un projet raciste, d'un projet de ravalement de nouveau de l'homme noir au rang de la bête, et ça, on ne peut pas l'accepter. Nous avons vu, heureusement, la vaste mobilisation du peuple malien qui a compris de quoi ça retournait, les jeux et les enjeux, et a décidé de prendre fait et partie sur le magistère et la direction de colonel Assimi Goïta pour le gouvernement de transition et a fait échec à ces sanctions. Nous avons vu le peuple autour du Mali, je parle du Sénégal, je parle de la Guinée-Conakry, je parle même de la Côte d'Ivoire, dire non ouvertement à cette politique de la destruction du peuple malien, comprenant parfaitement les enjeux qui signifient détruire le peuple malien, c'est nous détruire nous-mêmes. On a vu les jeunes gens faire une marche sur plus de 1000 km partir de Dakar jusqu'à Bamako pour protester vivement contre ces sanctions. Ça veut dire que la prise de conscience, cher Steve Jocelyn-Goss, au niveau africain et panafricain est de plus en plus réelle. Elle est palpable. Ce ne sont pas seulement une phraseologie, il ne rentre pas dans le cadre d'une phraseologie creuse, mais il rentre dans le cadre d'une action réelle, une action véritable, vraie, qui s'exprime sur le terrain. Cette solidarité agissante, elle est là. Tout le monde la voit. Et c'est pour cela que ces sanctions ne peuvent pas prospérer, ne peuvent que jouer. Pour certains Africains, pour ne pas dire la majorité des Africains, il faut aujourd'hui balayer d'un revers de la main ces organisations, on va le dire sous-régionales, et sans oublier même l'Union africaine qui, à la limite, ne réagit jamais. Si vous avez une organisation comme l'Union africaine, dont nous le savons aujourd'hui, 10% de son financement dépend des subsides de l'Union européenne. C'est-à-dire que les fonctionnaires et les dirigeants qui sont amenés à mettre sur la table un certain nombre de thématiques et de prendre un certain nombre de décisions, ils ne peuvent pas prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des gens qui les permettent d'avoir, n'est-ce pas, le pécule mensuel et le niveau de vie qui est le leur. Voilà encore l'une des problématiques de notre continent. Le président Kagame essaie de travailler là-dessus pour rendre le financement de l'Union africaine totalement ou bien plus ou moins autonome. On voit bien que sa proposition n'a pas du tout prospéré. Donc, M. Moussa Faki Mahamat, avec tout le respect que nous le devons, il en fait n'occupe un poste que pour inaugurer les chrysanthèmes, quand on s'est dévancé, je pense principalement à Jean Ping. C'est pour ça que je cite souvent, je vous dis, quand il faut taper sur les gens, laissez les présidents de la Commission de l'Union africaine, ils n'ont aucun pouvoir. Le seul qui a essayé de réformer cette institution pour lui donner à ce pouvoir minimum de contenu, c'était le président Alpha Ouma Konaré, quand il est passé par là. Et c'était le président africain, toujours très prompt, à aller pleurer sur la tombe, je ne sais pas, de Gaulle, ou bien d'aller pleurer pour les Charlie en France, qui ont bloqué cette initiative de Alpha Ouma Konaré, je pense, Excellence, je pense précisément à Omar Bongo. Vous voyez? Donc, ces institutions, comme vous le dites, elles doivent à minima être refondées en profondeur dans
l'optique de faire de ces institutions des institutions qui sont libres, indépendantes ou authentiquement africaines, et non des supplétifs en termes d'action de commande des institutions étrangères, parce que justement, jusqu'aujourd'hui, en attendant la mort du dollar, que j'espère, nous étions dans une phase géopolitique où il y avait une hyperpuissance qui avait entre ses mains tous les pouvoirs, le pouvoir économique, le pouvoir militaire, le pouvoir diplomatique, le pouvoir culturel, qui était l'Occident avec sa tête des États-Unis d'Amérique. La guerre, ou bien l'opération militaire spéciale que nous constatons au niveau de l'Ukraine aujourd'hui, Oui. on espère, va certainement obliger le monde à basculer dans une réalité multipolaire. Et à partir de ce moment-là, chacun devra se battre pour ses propres intérêts. Et on espère qu'enfin, certains Africains comprendront, surtout ceux qui décident pour le moment, que l'Union africaine, comme les autres organisations sous-régionales, doivent ne plus être dépendantes justement des subsides qui viennent de l'étranger, qui sont en réalité des cadeaux empoisonnés, qui les transforment en une espèce de pitbull au service de ces intérêts étrangers et qui ne permettent pas une expression libre, authentique, autonome de la volonté des Africains à pouvoir disposer d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Patient Parfait, de m'avoir été des nôtres ce matin encore. C'est moi qui vous dis une fois de plus merci et un soutien total au peuple malien, un soutien total au gouvernement de Mali, à son excellence Assimi Goïta et au Premier ministre Choguel Maïga, sans oublier le ministre des Affaires étrangères, son excellence M. Diop, un soutien total au peuple de la sous-région qui ont compris et qui se battent au quotidien pour que on ne nous ramène plus à ces moments difficiles aux affres de l'esclavage. Un soutien total à ces intellectuels, à ces hommes d'affaires, à cette jeunesse, filles et garçons de notre continent qui de plus en plus rejoignent les rangs de cette grande mouvance panafricaniste parce qu'ils ont compris à partir de votre magistrat, à partir de votre éducation, à partir de votre information qu'en réalité nous avons plus que besoin aujourd'hui de construire nous-mêmes notre propre réalité et notre propre paradigme. Je vous remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker notre page Panafricaniste TV sur YouTube et sans oublier Facebook. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.